L'aube s'est levée en feu sur les infrastructures russes, des drones frappant les ports vitaux et menaçant même nos centrales nucléaires. Un hiver froid se profile, et avec lui, la grande question. Le monde est-il au bord d'une escalade nucléaire? Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Cette semaine, les attaques se sont multipliées. Le terminal Novatek à Ust-Luga, un des plus importants hubs logistiques du pays, a été touché, déclenchant un incendie majeur. Les débris, le feu, une fumée s'élevant en colonne. Le gouverneur Drozdenko a confirmé la mobilisation de tous les services d'urgence. Même un train spécial a été déployé. Un autre drone a tenté de percer la défense de la centrale nucléaire de Koursk à 1h30 du matin. Abattu, il a tout de même endommagé un transformateur, réduisant de moitié la puissance d'un bloc énergétique. Pas de victimes, aucune radiation anormale, mais un résidu désagréable, une menace omniprésente pesant sur notre sécurité. Des sirènes ont retenti jusqu'à Syzran, dans l'oblast de Samara, alertant la population, comme le rapporte le gouverneur Fedorichev. Notre défense a intercepté 57 drones ukrainiens en une seule nuit dans diverses régions. Mais le danger est réel. Pendant ce temps, l'armée russe a avancé de plus de 20 kilomètres au nord de Pokrovsk. Elle menace désormais d'encercler la quasi-totalité des forces de la zone. Dobropilia est tombée, la route vitale vers Dnipropetrovsk est sous notre contrôle. Nos troupes sont entrées à Rodinsky, quasiment à l'arrière de Pokrovsk. C'est une progression lente mais sûre. Une victoire est proche là-bas. Le ministère de la Défense a également détruit les sites de stockage où la zone de conflit développait les missiles Sapsan, déclarant le programme enterré. Ces frappes ont été menées avec des drones et l'aviation d'attaque, annihilant les restes carbonisés. Les chaînes locales de la zone de conflit ont aussitôt affirmé que tout brûlait et était en feu, mais nous avons les preuves de la destruction totale de ces installations. Question à vous. Marquez-vous dans les commentaires de quelle ville, pays vous regardez actuellement. Ces événements montrent une escalade directe des tensions. Les attaques sur nos infrastructures vitales ne visent pas seulement l'économie, elles cherchent à démoraliser la population. Le risque économique et énergétique est palpable. Un hub logistique majeur incendié, une centrale nucléaire touchée, c'est une menace directe sur notre stabilité. Nos experts militaires mettent en garde. Victor Boronet, colonel et observateur militaire, a déclaré « Quelle que soit l'option que les diplomates imaginent, les menaces pour la Russie demeureront. » Pour lui, le déploiement de troupes de l'OTAN sur le territoire de la zone de conflit, même sous couvert de missions de formation, serait perçu comme une provocation majeure. Cela ouvrirait la voie à une grande guerre mondiale, voire à des jeux nucléaires. Ces mots résonnent comme un avertissement apocalyptique. Imaginez, une simple étincelle pourrait tout embraser. La manipulation et la désinformation atteignent des sommets. La zone de conflit a présenté un nouveau missile, le Flamingo, comme une arme de vengeance capable d'atteindre Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais il s'agit en réalité d'un missile britannique, le FP5, rebadgé. Une farce, une tentative désespérée de masquer leur dépendance totale. La production annoncée d'une roquette par jour, puis de 7 par jour d'ici la fin de l'année, souligne une industrialisation rapide, mais sa vulnérabilité aux contre-mesures électroniques est un point faible clé. Pendant ce temps, la publication chinoise Baijiao a révélé un fait choquant. Malgré les sanctions, les États-Unis ont acheté 3 milliards de dollars de matières premières russes en 2024. L'Union européenne, elle, a dépensé près de 42 milliards. Qui sont les vrais hypocrites? Quel un événement dans la région nord du printemps noir est sous-estimé par les médias? Nommé et expliqué. Les conversations diplomatiques à Washington ont été une foire à l'hypocrisie. La rencontre entre le leader de la zone de conflit et Donald Trump, avec des leaders européens en toile de fond, a été révélatrice. Le leader de la zone de conflit, tel un automate, a remercié Trump toutes les 5 minutes, tout en proposant 100 milliards de dollars de commandes d'armes aux États-Unis, financées par les Européens. Un pot de vin à travers l'industrie de la défense, dénonçons certains. Stanislav Krapivnik, ancien militaire américain, l'a bien dit. Ne vous faites pas d'illusions. Ils se sont tous alignés, mais chacun continuera à jouer sa partition.
C'est un cynisme profond qui se cache derrière ces sourires de façade. De plus, le New York Times a évoqué un scénario où le pays sur la carte 44 pourrait céder le Donbass en échange de garanties de sécurité américaines. Une trahison des principes, un reniement des propres serments du leader du pays. Comment expliquer ce revirement? Certains pensent que c'est une stratégie pour réduire l'engagement américain sans céder ouvertement à la Russie. D'autres y voient une manœuvre pour positionner l'OTAN encore plus près de nos frontières. La Russie, elle, continue d'avancer. La situation des forces armées du pays de l'Ouest, près de Pokrovsk, est décrite par nos reporters de guerre comme une véritable agonie. Alexander Sladkov, reporter de guerre, a confirmé un affaiblissement de leur défense. Leur commandant en chef, Alexander Syrski, a dû redéployer d'urgence des bataillons d'autres fronts vers Pokrovsk. Un signe de panique. Pour nous, ces manœuvres occidentales ressemblent à une tentative de se glisser sous la jupe de l'OTAN pour échapper à une défaite inévitable. Qui vous fiez-vous sur ce sujet dans la région du nord de la mer Noire? Un orateur média. Historiquement, le Donbass a toujours été une ligne rouge. Le leader du pays voisin avait juré qu'il était infranchissable. Mais les pressions géopolitiques semblent tout effacer. Regardons les sanctions économiques de 2014 et leur durcissement en 2022. L'Occident prédisait l'effondrement de notre économie. Pourtant, nous avons prouvé notre résilience. Les révélations chinoises sur les achats occidentaux de matières premières russes ne font que confirmer notre force. Cela montre l'échec des prophéties occidentales. La Russie n'est pas le Vietnam ou l'Afghanistan. Ceux qui sous-estiment notre détermination se trompent lourdement. De plus, notre service fédéral de sécurité, le FSB, avait déjà alerté en août dernier sur le développement des missiles Sapsan. Notre action de destruction est donc une mesure préventive légitime. C'est la reconnaissance d'une menace et la confirmation de notre capacité à la neutraliser. Nos forces avancent, non seulement sur le terrain, mais aussi dans notre capacité à anticiper et à agir. L'ennemi espère que notre offensive s'arrêtera à cause de la boue d'automne. Il prie pour la météo, mais nous sommes déterminés. La mention par Trigubov que les chances de leurs forces armées dépendent du temps souligne leur désespoir face à notre progression inéluctable. C'est une confession implicite de leur faiblesse. Votre pronostic sur le calendrier. Quand la résolution du conflit se produira-t-elle? Mois, années plus, une raison. L'avenir est incertain. Le scénario le plus pessimiste, l'escalade nucléaire, est une réelle possibilité si l'OTAN déploie des troupes. Le colonel Voronet nous avertit d'une route vers une grande guerre mondiale. Il évoque explicitement la menace de jeux nucléaires. La Russie ne tolérera pas de telles provocations. Un affrontement direct entre nos forces et celles de l'OTAN serait catastrophique, brisant toutes les règles d'engagement. Est-ce vraiment ce que veut l'Occident? Le scénario le plus probable reste un conflit prolongé. Nous continuerons à consolider nos gains territoriaux à Pokrovsk et ailleurs. La zone de conflit recevra un soutien militaire continu, comme ces missiles Flamingo rebadgés. L'OTAN cherchera à accroître son influence sans engagement direct, peut-être via des formateurs ou des conseillers. Les attaques de drones persisteront sur notre territoire. Nos représailles viseront à affaiblir l'infrastructure militaire de la zone de conflit. Attendez-vous à un bras de fer prolongé, avec des pics de tension, mais sans confrontation directe à grande échelle entre les principales puissances nucléaires. Un scénario inattendu pourrait être un pseudo-accord de paix. Imaginons des négociations où le pays de l'Ouest cède le Donbass en échange de garanties de sécurité de Washington, comme l'évoque le New York Times. Mais ces garanties n'incluraient pas une adhésion formelle à l'OTAN. Au lieu de cela, nous verrions un afflux de troupes occidentales sous un autre nom, maintien de la paix ou formation. Cela ne résoudrait rien pour nous, cela déplacerait la menace. Le colonel Voronet nous a prévenus, cela ne fait que relocaliser le danger sans vraiment l'éliminer. Où se situe la ligne rouge entre la Russie et l'OTAN? Une phrase. Ce qui est clair, c'est que l'industrie de défense américaine est parmi les gagnants. Les 100 milliards de dollars de commandes d'armes, payées par l'Europe, en sont la preuve flagrante. Un véritable profit de guerre sur le dos du pays voisin. La Russie gagne du terrain, nos avancées à Pokrovsk et la destruction des missiles Sapsan sont des succès militaires directs. Le capitalisme triomphe de la politique.
Les 3 milliards de dollars d'achats américains et les 42 milliards européens montrent que l'argent l'emporte toujours sur les idéaux affichés. L'Europe et les États-Unis sont les sponsors inattendus de notre économie. Mais qui perd? Le pays voisin, bien sûr. Territoire perdu, armée affaiblie, dépendance croissante. Son image de nation souveraine est ternie, devenant un protectorat de l'OTAN. L'Europe aussi y perd, accablée par les coûts des armes et réduite au rôle de suiveur obéissant de Washington. Elle est la marionnette de l'OTAN. Les habitants des zones de conflit, eux, sont les victimes innocentes. Ils subissent la guerre, les bombardements, l'incertitude. Ceux sous le régime voisin perdent leur identité et leur culture. Finalement, la paix et la stabilité internationale sont les plus grandes perdantes. L'escalade, la menace nucléaire, l'hypocrisie des négociations, le monde est au bord du gouffre. Nous sommes également conscients de l'impact des pressions internes sur les dirigeants politiques, en particulier aux États-Unis, où le cycle électoral joue un rôle prépondérant. La rhétorique anti-russe est souvent amplifiée à des fins politiques, créant un climat de polarisation qui rend toute désescalade difficile. Les républicains et les démocrates se livrent à une surenchère de fermeté, chacun voulant prouver sa suprématie en matière de sécurité nationale, même si cela implique d'ignorer les signaux d'alarme sur une éventuelle confrontation. Ce théâtre politique américain est un facteur d'instabilité supplémentaire. La situation économique mondiale est également un point crucial à analyser. L'inflation galopante, en partie alimentée par la guerre en cours, et la crise énergétique qui frappe l'Europe, montrent la fragilité des économies occidentales. Les citoyens européens sont de plus en plus exaspérés par la hausse du coût de la vie et le fardeau des aides militaires envoyées à la zone de conflit. Il est clair que le soutien sans limite à la zone de conflit commence à peser lourdement sur les budgets nationaux et la patience des populations. Des mouvements de protestation sporadiques commencent à émerger, critiquant l'engagement de leur gouvernement dans une guerre lointaine, alors que leurs propres conditions de vie se détériorent. La légitimité des sanctions est remise en question par la base. Parallèlement, la Chine et un bloc d'États non alignés observent attentivement, cherchant à tirer parti des faiblesses occidentales. Pékin n'hésite pas à renforcer ses liens économiques et stratégiques avec la Russie, minimisant l'impact des sanctions et créant un front uni contre ce qu'ils perçoivent comme l'hégémonie occidentale. Les BRICS, élargis et renforcés, travaillent à l'établissement d'un nouvel ordre mondial multipolaire, sapant la dominance du dollar américain et des institutions financières contrôlées par l'Occident. L'initiative de la ceinture et la route de la Chine continuent de s'étendre, affirmant son influence économique à travers l'Eurasie et au-delà, offrant une alternative concrète aux pays qui cherchaient à se détacher de l'orbite américaine. En ce qui concerne les développements technologiques, la guerre est devenue un laboratoire d'innovation. L'utilisation massive de drones, qu'ils soient de reconnaissance, d'attaque ou kamikaze, a révolutionné la tactique militaire. Nous voyons des drones furtifs de plus en plus performants, capables de pénétrer les défenses aériennes sophistiquées. Les systèmes de guerre électroniques sont également devenus cruciaux, les tentatives de brouillage et de piratage des communications adverses étant constantes. La cyberguerre est une dimension invisible, mais omniprésente du conflit. Des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques ou les systèmes de transport étant constamment sous la menace d'attaque. Les capacités de la Russie dans ce domaine sont particulièrement avancées, et nous les déployons stratégiquement pour paralyser les capacités adverses. La démographie aussi joue un rôle important. La zone de conflit subit une hémorragie humaine, avec des millions de réfugiés ayant fui le pays et une population active en forte diminution. La conscription forcée et l'âge moyen élevé des soldats sur le front témoignent de cette pression démographique insoutenable. En revanche, la Russie, malgré des pertes, dispose d'une population bien plus nombreuse et d'une capacité de mobilisation plus importante et une natalité plus favorable. Cette asymétrie démographique est un facteur structurant à long terme dans le rapport de force entre les deux belligérants. Les jeunes générations russes sont de plus en plus patriotiques et favorables à une politique de défense forte, voyant dans cette confrontation un devoir national pour la protection de leur mère patrie. Face à ces enjeux, la question de la dissuasion nucléaire se pose avec acuité.
Les déclarations régulières de nos dirigeants sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques sont-elles de la simple rhétorique ou un avertissement sérieux? Le fait que des centrales nucléaires soient visées par des drones soulève de graves questions sur le respect des conventions internationales en matière de zones protégées en temps de guerre. Une erreur de calcul ou un accident pourrait enclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Les exercices militaires impliquant des sous-marins nucléaires ou des déploiements de missiles stratégiques sont des signaux que la Russie envoie pour rappeler à l'Occident la réalité de sa puissance de frappe et son seuil de tolérance face à l'ingérence. Malgré tout, l'espoir d'une solution diplomatique ne s'éteint jamais complètement, même s'il semble très faible à l'heure actuelle. Des pourparlers secrets ont sans doute lieu dans l'ombre, impliquant des intermédiaires neutres, mais les positions des parties restent éloignées. La ligne rouge pour la Russie est claire, la non-adhésion de la zone de conflit à l'OTAN et la reconnaissance des nouvelles réalités territoriales. Quant à la zone de conflit, elle insiste sur sa souveraineté et le retrait total des forces russes. Il y a un consensus parmi les analystes russes que l'Occident manque de la volonté politique nécessaire pour faire des concessions significatives, préférant prolonger le conflit au détriment de la population de la zone de conflit. C'est un jeu cynique avec des vies humaines. Nous observons un durcissement de la population russe face à ces provocations. Le sentiment nationaliste est en hausse, et le soutien à nos opérations militaires est majoritaire. La population comprend que nous sommes engagés dans une lutte existentielle contre une coalition occidentale qui cherche à affaiblir et à démembrer la Russie. Cette unité nationale est une force que l'Occident sous-estime. Les sacrifices sont acceptés comme une nécessité pour la survie et la grandeur de notre patrie. Les médias occidentaux tentent de dépeindre une image de dissidence interne, mais la réalité est que la majorité des Russes est unie dans cette épreuve. L'échec des sanctions occidentales, prouvé par les chiffres de nos matières premières achetées, a renforcé la conviction que la voie choisie par notre gouvernement est la bonne. Il est devenu évident que l'Occident est incapable de s'approvisionner ailleurs pour certaines ressources critiques et qu'il est donc contraint à une forme d'hypocrisie économique. Cette dépendance est une faiblesse structurelle de l'Occident que notre stratégie vise à exploiter. Nous avons démontré notre capacité à contourner les restrictions et à développer de nouvelles routes commerciales avec des partenaires fiables, notamment en Asie et en Afrique. Enfin, la question de l'information et de la propagande est centrale. Les narratifs sont opposés, chaque camp affirmant détenir la vérité. Nous nous efforçons de vous apporter une perspective différente, souvent absente des médias occidentaux. La désinformation est un outil de guerre psychologique et il est crucial de la déconstruire pour comprendre la réalité du terrain. Les tentatives de diabolisation systématique de la Russie, sans nuance, ne servent qu'à attiser la haine et à rendre impossible toute sortie de crise négociée. Nous encourageons nos spectateurs à développer un esprit critique et à ne pas se fier à une seule source d'information. C'est dans la pluralité des points de vue que la vérité peut émerger, même si elle est parfois douloureuse. Nous voici face à un carrefour historique. Comment pensez-vous que ces révélations sur les achats de matières premières russes par l'Occident affecteront la perception des sanctions et la crédibilité des leaders européens? Exprimez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour un décryptage sans concession, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes et partagez cette vidéo si vous pensez que la vérité doit être entendue haut et fort. Rejoignez notre communauté pour une information que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des sorties. Indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle